Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie, je vous souhaite la bienvenue et merci d'être présent sur ce webinaire consacré ce jour à la facturation électronique. Effectivement, on y est. À compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. C'est une évolution majeure qui soulève encore de nombreuses questions parmi nos adhérents. Quelles sont les obligations anticipées? Comment choisir sa plateforme? Comment préparer vos entreprises et surtout comment rester serein face à ce changement. Pour vous aider à y voir clair et pour vous permettre de poser toutes vos questions dans ce chat, eh bien, j'ai invité notre administrateur Sébastien Treps. Merci beaucoup Sébastien de nous avoir rejoints ce matin. Je t'en prie. Et d'avoir aidé à préparer ce webinaire. Sébastien, tu es associé expert comptable et commissaire aux comptes au sein du cabinet d'expertise comptable Indrix. Alors, cette réunion, chers participants, va durer un petit peu moins d'1 heure et je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sophie Guichard, je suis en charge des partenariats et des services aux entreprises au sein du MEDEF de l'Est parisien. Le MEDEF de l'Est parisien, c'est la première organisation patronale représentative de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Le MEDEF, que l'on appelle également 93-94, fêtera l'année prochaine ses 100 ans. Nous représentons plus de 1300, oui, et je compte sur toi pour m'aider à préparer ces 100 ans, Sébastien. Oui, il n'y a pas de problème. Nous représentons plus de 1300 entreprises adhérentes qui, elles, emploient plus de 375 000 collaborateurs. Alors, le MEDEF, ce n'est pas un club d'affaires, c'est l'interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs publics pour défendre vos intérêts sur le territoire. J'ai vu ce matin, vous êtes assez nombreux à vous être inscrits, que certains d'entre vous ne sont pas adhérents. Donc, si vous voulez adhérer et que votre entreprise dans le territoire 93 ou 94, bien naturellement, vous êtes les bienvenus. Vous avez également la possibilité de participer à notre prochaine Garden Party qui aura lieu à 18 h au sein de Métaphore Vincennes le 9 juillet prochain. N'hésitez pas. C'est très bien. C'est très bien. On a déjà plus de 600 personnes inscrites. J'y serai. Voilà, ça va être un gros moment. N'hésitez pas à nous dire bonjour également dans ce chat à droite et à poser toutes vos questions. Le chat est à droite de votre écran pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de Teams. Sébastien, je te passe la parole et je te pose en fait une première question plus générale. Où en est la France par rapport à ses voisins européens sur cette réforme? Est-ce qu'on est, nous, en avance ou plutôt en retard finalement? Alors, en fait, c'est une bonne question parce que ce n'est pas du tout une réforme franco-française, effectivement, c'est une réforme européenne. Et c'est une réforme européenne dans laquelle la France est plutôt en retard. D'abord parce que certains pays sont allés plus vite. Je pense à l'Italie en particulier, qui rentrait dans la facture électronique en 2021. Et l'Italie qui a choisi que la facture électronique concernerait aussi les particuliers, ce qui n'est pas le cas de la France. Et quand on regarde l'Europe proche, la Belgique est passée au 1er janvier, la Pologne aussi. Donc il faut comprendre que c'est un mouvement d'ensemble. Et déjà, ça va me permettre, Sophie, de tordre l'idée, de tordre une idée souvent qui revient en question, c'est est-ce que ça va être reporté, la facture électronique? La facture électronique va représenter pour l'État français, je vais parler en milliards parce que c'est des milliards, entre 20 et 40 milliards d'euros que l'État français va percevoir en ne faisant strictement rien, ce qui est peu. Alors, comme la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas rodés aux milliards, ce qui est bien normal, juste rendez-vous compte que le budget des armées, c'est 45 milliards. Donc, si l'État touche 40 milliards sans rien faire, il peut presque doubler le budget des armées. Et le budget de l'État, globalement, c'est 400 milliards. Donc, la facturation électronique, c'est extraordinaire pour l'État parce que c'est vous qui allez le faire. Vous allez le faire gratuitement et c'est l'État qui va encaisser. Je te remercie, c'est très clair. Sans commentaire, à 10 semaines de l'échéance du 1er septembre, qu'est-ce qui change concrètement dès demain pour un dirigeant qui envoie aujourd'hui encore ses factures en PDF par email? Alors, à la fois le 1er septembre 2026, il se passe peu de choses et en même temps, il se passe beaucoup de choses si vous n'êtes pas à jour. Je me permets de vous dire ça parce que j'ai animé une demi-dizaine de formations, de webinaires sur la facturation électronique. Et en fait, il y a quand même des thèmes communs qui sont revenus. À partir du 1er septembre 2026, c'est-à-dire en gros à partir de maintenant, parce qu'en août, on ne va pas faire grand-chose, vous êtes supposé avoir adhéré à une plateforme pour être capable de recevoir
quelle que soit votre taille, vous devez être en capacité de recevoir des factures électroniques. Pourquoi? Parce que pour les grosses sociétés, au sens européen du terme, elles sont toutes obligées d'émettre des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026. Donc, vous devez tous être en capacité de recevoir, sinon ils émettent pour rien. Donc, ça veut dire que même si vous n'êtes pas gros, entre guillemets, ça veut dire que vous êtes déjà en capacité de recevoir au moins vos factures EDF, vos factures de téléphone, etc. Voilà, ça c'est la première obligation. Puis il y en a une sous-jacente qui est cachée et dont on s'est rendu compte quand on faisait nos animations, c'est que, en fait, depuis la loi de finances de 2012, vous êtes tous supposés avoir un logiciel de facturation. Alors quand je dis ça, ça paraît évident. Et donc, je vais rajouter que n'est pas un logiciel de facturation Excel, parce que ce n'est pas étanche, c'est-à-dire qu'on peut enlever, rajouter autant qu'on veut, et Word aussi. Or, même quand on a un petit groupe, je l'ai vu plusieurs fois, et ça nous est arrivé de le constater chez Hendrix, donc il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, et bien souvent on a des structures qui sont un peu des structures parents pauvres. Je pense au holding personnel, je pense au SCI. À partir du moment où vous facturez de la TVA, vous devez avoir un système de facturation étanche. Et enfin, il faut comprendre que cette réforme de la facturation électronique va compliquer la vie des éditeurs. Alors que les éditeurs qui faisaient des logiciels de facturation, ben, ils ne faisaient pas grand-chose parce que dans un logiciel de facturation, il n'y avait pas de mise à jour. De temps en temps, on changeait le taux de la TVA, vous le faisiez vous-même dans les paramètres. De temps en temps, ben, vous ajoutiez des produits pour vos clients ou des noms de clients, etc., dans votre base client, dans votre logiciel. À partir du moment où on dit aux éditeurs, vous êtes obligés d'émettre en FactureX, qui est le format officiel, ben, les éditeurs sont supposés se retourner vers une équipe de développement. Ceux qui n'ont pas d'équipe de développement interne, la plupart, ça va être compliqué pour eux de réinvestir et d'augmenter leur prix pour rattraper ce réinvestissement. Donc, on comprend qu'à travers la facturation électronique, beaucoup d'acteurs vont mourir. A priori, il y a 2000 systèmes de facturation. Il n'y aura pas 2000 systèmes de facturation électronique. Donc, je vous demande à tous, ceux qui auraient déjà un système de facturation, de vérifier qu'il passe bien la facturation électronique. Et ce que j'appelle bien passé, ça veut dire qu'il l'a déjà passé. Parce qu'aujourd'hui, je vois que j'ai fait une réunion lundi soir sur le sujet, et on a des gens qui nous disent « Ah oui, mon éditeur me dit qu'il va y passer. » Ça veut dire quoi, il va y passer? Non, il y a déjà des systèmes de facturation électronique qui y sont passés. Voilà. À telle enseigne que nous, chez Hendrix, on a eu des clients qui nous ont dit, est-ce que vous pouvez nous choisir un logiciel qui y est déjà et qui soit généraliste pour tout le monde et nous former dessus et éventuellement faire les facturations pour nous si on a envie. Donc, on a dit oui. Donc, si y en a qui sont intéressés par ce sujet, je donnerai mes coordonnées mail puisqu'on fait ça. Voilà pour la première question. Alors, du coup, Sébastien, donc, tu m'as préparé un support PowerPoint. Les bénéfices annoncés de cette facturation électronique, c'est réduction des coûts, les délais de paiement raccourcis. Est-ce que vraiment ils vont être réels la première année ou on s'attend à une phase de transition qui va être quand même difficile? Alors, d'abord, comme vous allez tous bosser gratuitement pour faire de la facturation électronique, bon, il se trouve qu'on dit que ça réduit les coûts. Je pense que ça réduit les coûts pour l'État, parce que l'État, il va beaucoup mieux encaisser. Voilà, c'est l'État qui a fait cette réforme. Enfin, c'est l'Europe qui a fait cette réforme. Il faut comprendre que la TVA, c'est le seul impôt européen qui existe. L'impôt sur les sociétés, ce n'est pas un impôt européen. La TVA, c'est un impôt européen. C'est une taxe. Donc, réduction des coûts, j'y crois pas. La réduction des délais de paiement, si vous avez des délais de paiement contractuels de 90 jours dans le BTP, comme je vois souvent, je ne suis pas sûr qu'ils baissent. La seule chose que ça va vous obliger à faire, c'est de changer votre process de réponse. C'est-à-dire quand vous recevrez une facture, vous aurez un délai pour répondre. Et puis, l'État a prévu un certain nombre d'amendes pour vous motiver à bien faire la chose. Et à la dernière loi de finances, il a doublé le nombre de cas d'amende et doublé le nombre de prix d'amende. Donc voilà, donc raccourcissement des délais, je n'y crois pas trop. Simplification des obligations, bon, c'est simplification si on veut, hein, je ne suis pas sûr. Meilleure maîtrise de la trésorerie, pour l'État, c'est évident. Alors, réduction de l'empreinte carbone de l'organisation, je ne suis pas sûr que toute l'électronique soit un truc qui réduise l'empreinte carbone. Voilà, tout ça est au bénéfice de l'État.
Voilà, c'est le sujet principal. Du coup, si on en revient aux TPE, parce que c'est quand même elles qui sont le plus inquiètes et qui se dirigent vers nous le plus régulièrement, elles ont théoriquement jusqu'en 2027. Sur le terrain, on voit quand même qu'il y a des pressions des grands comptes. Est-ce que ça les oblige pas à s'y mettre dès maintenant? Alors ça, c'est une vraie réalité, Sophie. C'est-à-dire Ouais. que on a dit aux gros, hein, c'est pas un gros mot, les gros, enfin en tout cas aux grandes entreprises, à partir du Mm, 1er septembre 2026, vous devrez être à la facturation électronique. mm. Et surtout dans le BTP, je l'ai déjà vu, et dans l'automobile, bah, il y a un certain nombre de gros qui ont dit, bah, moi, une fois que je suis passé entièrement en électronique parce qu'on m'y a forcé, je ne vais pas garder un bout de mon process de validation des achats en papier. Donc, ils ont dit à leurs concessionnaires, je ne veux pas que vous soyez en mode papier. Donc, un certain nombre d'entre vous seront obligés de passer alors qu'il n'y a pas d'obligation légale, parce que sinon, bah, vous aurez du mal à travailler avec les gros. Donc, ça veut dire que la deuxième date du 1er septembre 2027, où tout le monde est supposé passer en facturation électronique, sera Ouais. probablement anticipée pour un certain nombre d'entre vous, parce que les donneurs d'ordre le décideront. Je te remercie. Du coup, tu veux présenter ce tableau? Parce que Oui, alors, je vous ouais. présente un joli tableau qui donne les obligations. Donc, ça vous permet de savoir où vous êtes. Donc, vous comprenez que les grandes entreprises, celles qui ont un effectif supérieur à 5 000 personnes ou un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros, ça ne concerne pas tout le monde, elles doivent être au 1er septembre 26 en réception, en émission. Pareil pour les ETI, émission-réception. Et puis les TPE, PME ou les micro-entreprises, elles commencent à recevoir dès le 1er septembre 26 et elles envoient à partir du 1er septembre 27. J'en profite pour vous dire que je trouve que la date du 1er septembre 26 ou 27 est une date idiote. Et en plus, elle est fausse, puisque, a priori, au mois d'août, la France est fermée. Mm. Et si vous avez besoin de faire des développements ou des transferts de base clients pour passer sur un nouveau logiciel de facturation électronique, vous ne ferez pas ça le 1er septembre, vous ne ferez pas ça en août. Donc ça veut dire que c'est jusqu'à fin juin, vous devez régler les problèmes du 1er septembre 2026. Et après, pour moi, sur le quatrième trimestre 2026, vous devez choisir votre logiciel de facturation électronique qui doit Ouais. être opérationnel le 1er janvier. La plupart d'entre vous, vous avez des Mm. exercices civils, Eh oui. donc Mm. il faut que ça fonctionne dès le 1er janvier. Voilà. Et puis j'ajoute un autre truc, c'est qu'il va y avoir, comme toujours, une espèce de bouchon à la con pour les derniers arrivés, parce que bah, les providers, les fournisseurs qui doivent gérer Mm. tout ça, ils auront de moins en moins d'équipes au fur et à mesure qu'on arrivera vers la fin du process. C'est intéressant, merci. Alors du coup, moi je me permets, quand on a présenté, quand on a préparé ce webinaire, moi j'ai relevé plein de termes techniques, PA, SC, PPF, invoicing, e-reporting. Ça, c'est pas un vocabulaire technique qui est déjà le premier C'est c'est, euh, obstacle pour les dirigeants. c'est de C'est ce qui m'a l'anglais. frappé C'est de en l'anglais prenant. parce que c'est une réforme européenne. Alors, j'ai vu passer une question, comment choisir une bonne PA, là. C'est une Oui. super question. En fait, il faut comprendre qu'il y a eu énormément de PA créés puisque la France a choisi de ne pas s'occuper de la PA, contrairement à l'Italie. En Italie, il y a une PA italienne qui est gouvernementale, et il n'y en a qu'une, elle n'a pas le droit d'en faire d'autres, et tout le monde doit se raccorder à la PA italienne. Super simple. Et en L'APA, France, c'est quoi? la plateforme agréée, pardon, j'ai pas D'accord. dit. Bon. Mm. Et donc la plateforme agréée, c'est le truc qui va repérer où est chaque entreprise, son adresse, le fait qu'elle est bien existante. Et quand vous allez envoyer une facturation électronique à votre PA que vous aurez choisi, et je vais vous dire comment la choisir après, eh ben, elle va regarder à quel client vous écrivez, dans quel PA lui il est, elle va l'envoyer à cette PA qui l'enverra au client. Accessoirement, certaines PA auront des options, c'est-à-dire qu'elles pourront archiver toutes vos factures, ce qui veut dire qu'en cas de contrôle fiscal, on pourrait remonter sur la période des 3 ans. Alors, on a vu que beaucoup d'acteurs se sont lancés dans la PA, la plateforme agréée, qui était au Mm. début une PDP et qui est devenue une PA si elle a été agréée. En fait, il y a beaucoup de PDP qui n'ont pas du tout été agréés, qui n'ont pas fonctionné, parce qu'il y a un Alors, environnement. PDP, du coup. C'était une plateforme, je n'ai plus le terme, enfin, c'était la plateforme qu'on proposait au gouvernement, et le gouvernement l'a D'accord. validée, elle devenait une PA. Bon, il D'accord. n'y a que Mm. les PA qui pourront servir. Alors, on a vu qu'en gros, il y a 3 types d'acteurs qui ont lancé des PA. Il y a Mhm. beaucoup les banques qui s'y sont mis. Il y a quelques cabinets d'expertise comptable. Et puis, il y a du divers après.
Alors moi, ce que je souhaite que vous fassiez, c'est que vous choisissiez une PA qui fonctionne. Ça paraît idiot ce que je dis, mais c'est un peu évident. Donc les PA des banques, si elles plantent au dernier moment, et il y en a forcément des PA qui vont planter, bah, le banquier vous dira bah, ça a planté. Or, le banquier, lui, il n'est pas lié à la PA. C'est-à-dire que si ça Mm. plante, son logiciel de fonctionnement interne pour faire fonctionner sa banque n'est pas concerné. Bon. Et puis demain, si vous voulez changer de banque et que vous avez choisi la PA d'une banque, bah, ça vous compliquera encore un peu plus les affaires. Bon. Nous, chez Hendrix, on a pris une option qui est de se regrouper avec d'autres cabinets. Donc, ce n'est pas notre PA, on a une PA qui s'appelle Chain Trust, qu'on a sous-traité à un acteur informatique majeur parce que ce n'était pas quelque chose qu'on était capable de faire. Et D'accord. on s'est regroupé avec des cabinets qui représentent 8000 collaborateurs pour avoir un truc qui soit forcément costaud. Et nous, on est tenus au fait que ça fonctionne, parce que si ça ne fonctionne pas, notre métier s'arrête. Notre métier d'expert comptable s'arrête. Donc voilà ce qu'il faut faire pour choisir une bonne PA. Et vous voyez le schéma qui est à l'écran, il est hyper important de comprendre que vous allez devoir dialoguer avec votre PA avec deux logiciels. Pas un, deux. Pourquoi? Parce que si vous regardez le schéma qui est à l'écran, en fait, quand vous allez recevoir une facture, ce qui va vous arriver dès le 1er septembre 2026, vous allez devoir dire si la facture, vous l'acceptez ou pas. Ça, a priori, vous ferez ça avec votre logiciel de comptabilité. Vous direz, ben, j'accepte de l'enregistrer, et à ce moment-là, elle sera acceptée. Puis après, vous devrez dire quand est-ce qu'elle est payée. Et c'est là que les amendes vont commencer à arriver, Oui, parce qu'en c'est une France, question. Mm. il y a deux régimes de TVA. Il y a un régime où la TVA est due quand on émet la facture, c'est le régime de droit commun, et puis il y a un régime dérogatoire où on doit la TVA quand on a reçu le paiement. Bon. Et ce régime dérogatoire s'adresse à tout le BTP dans son ensemble et à tous les services. Or, la TVA, c'est un impôt des années 60, mais depuis 1960, la part du service en France a énormément augmenté. Mm. Donc, le fait générateur de la TVA étant son paiement, l'État s'attend à ce que vous ne déconniez pas sur le fait de dire si c'est payé ou pas. Et donc, en fait, on le dira à travers nos banques. Et donc, ça veut dire que vous allez avoir un logiciel de facturation à terme, 1er septembre 2027 pour les gros, pour les petits, dans lequel vous allez émettre vis-à-vis de votre PA. Vous pourrez avoir deux PA, pour avoir une PA pour le logiciel de facturation et une PA pour le logiciel de compta. Ce n'est pas contradictoire. Et il faut bien veiller, évidemment, à ce que votre logiciel de facturation et votre logiciel de compta soient compatibles avec les PA. Toutes les PA ne vont pas s'adapter à tous les logiciels. Ou tous les logiciels ne vont pas s'adapter à toutes les PA, parce que ça représente beaucoup d'argent de développement pour les éditeurs. Donc, c'est vraiment un truc qu'il faut checker. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire le 1er septembre. Il faut le faire avant. Voilà. Nous, chez Hendrix, Les on a. amendes sur les retards de paiement, elles sont automatiques d'ores et déjà? Alors, a priori, elles sont automatiques. Je sais déjà par la DGFiP, parce que je suis en lien avec la DGFiP via le MEDEF, qu'il va y avoir une période qui va être cool de 3 mois. Mais au bout des 3 mois, il y aura des amendes. Et il y a un cas où vous échappez à l'amende, un seul. C'est si c'est votre première faute et que vous avez rectifié la situation. Mm. Ouais. Ça Mm. fait qu'un seul cas. Donc, vous voyez dans ce joli schéma que vous devez être compatible avec votre PA, que les logiciels doivent bien fonctionner. Faites les tests avant. Alors, que faire si on n'avait pas de logiciel de... Alors, attends, Sébastien, juste, je voudrais te poser une question par Ouais. rapport aux amendes, parce que c'est important. Moi, j'ai un chiffre en On tête. a une page sur les Oui. amendes après. On a une page sur Ah bah, les amendes après. on pourra en parler tout à l'heure, alors du coup, Ouais. sur le retard de paiement, j'y reviens tout à l'heure. Très bien, merci. Alors, que faire Bon. si nous n'avons pas de logiciel de comptabilité interne? Mais effectivement, pour une entreprise Alors, qui n'a encore rien fait, est-ce qu'elle peut évidemment. se mettre en conformité à temps? Alors, C'est quoi les premières actions là, urgentes à mettre en place? Alors, la plupart d'entre vous, vous avez un expert comptable, hein. C'est très rare les entreprises qui n'ont pas d'expert comptable, mais ça peut arriver chez les auto-entrepreneurs. Je vous rappelle que Hum, les auto-entrepreneurs sont soumis à la facturation électronique. hum, hum. Donc, nous, on a sélectionné un petit logiciel pour faire des factures électroniques. Et après, soit vous prenez un petit logiciel de comptabilité, soit vous prenez un expert comptable qui, lui, va avoir veillé qu'il a un logiciel compatible avec la facturation électronique. Et ils ne vont pas tous l'être.
T'as des noms à conseiller peut-être Alors, nous, on bosse sur MyUnisoft comme logiciel de comptabilité. Il y a une petite pub qui tourne à la télé. Il y a Penny Lane aussi, qui est assez connu. Je ne suis bien pas très sûr. favorable à Penny Lane pour des toutes petites entreprises. Et nous, on a choisi un logiciel de facturation qui s'appelle Evolise, Oui, qui est un je connais très logiciel bien. voilà, qui est pas mal. Ouais. C'est celui que j'ai choisi pour l'ensemble des clients Hendrix parce que il permet soit de faire de la facture à partir de rien, from scratch, on démarre, ça fait une facture, soit à partir d'un bon de livraison, soit à partir d'une commande. Nativement, quand il fait une facture à partir d'une commande, il est capable de faire une signature électronique du contrat. Donc ça vous assure que votre client en face a bien signé. Euh, il fait des factures en français ou en anglais. Il y a des gens qui ont besoin de le faire en anglais. Et il fait des factures en euros ou en dollars. J'ai trouvé que, voilà, moi j'ai pris la formation Evolis Ouais. ça dure une Ouais. journée Ouais. et j'ai réussi à comprendre que j'avais pas fait de facture depuis des lustres puisque j'ai une petite main en interne qui fait ça. Donc si moi j'y arrive et on a organisé chez Hendrix une session en mars, pardon, de formation pour des gens qui avaient rien et qui voulaient. Donc si parmi vous aujourd'hui il y en a qui se manifestent en disant je la veux, je donnerai mon mail, enfin qui est facile, c'est s comme Sébastien, point, treps, ça s'écrit T-R-E-P-S, arrobase, hendrix.com. Donc, Hendrix, c'est E-N-D-R-I-X.com. Et donc, on peut réorganiser une session de, de On est facturation. d'accord, Et c'est Sophie, pas un logiciel de compta, c'est un logiciel non, d'édition de facture. Hein. ouais, ça c'est. Alors, il fait de la compta aussi. Il Hum, fait de la préparation à la compta. C'est pas hum. une partie que j'ai étudiée parce que pour nous, cabinet, c'était pas Oui. assez costaud. Mais voilà. Bon. Prenez en tous les cas, quel que soit le logiciel de compta que vous preniez, ne prenez pas un logiciel qui va faire de la facture, de l'électronique. Il doit déjà être compatible facturation électronique. Il doit déjà être compatible avec les plateformes. Juste un petit tips du coup de mon côté, puisque j'ai été utilisatrice d'Evolis que je connais très bien depuis plus de 10 ans. Quand vous envoyez vos factures de manière automatique par ce type de logiciel, veillez aussi à ce que vous ayez une bonne délivrabilité de vos emails, de sorte que vos factures n'arrivent pas chez votre client dans ses spams. C'est tout bête, mais ça peut vraiment changer beaucoup de choses et j'ai vécu cette problématique-là. Donc, c'est des bons paramétrages aussi à bien penser en amont sur ce type de logiciel qui est extrêmement efficace. Alors, ça fait partie Euh, aussi une chose auquel il faut tordre le cou tout de suite, Sophie, parce que tu as employé le terme qu'est-ce qu'on fait d'ici 6 mois. Il y a des gens qui m'ont dit, moi, je fais déjà de la facturation électronique parce que j'envoie des PDF. Donc, le hum, PDF n'est pas une facturation ouais, électronique. ouais, Voilà. ouais. Je te remercie pour ce complément. Est-ce que tu sais d'ailleurs aujourd'hui combien on a d'entreprises qui ont anticipé ce changement de process? Tu as des ordres de grandeur ou pas à nous Non, partager ce matin? j'ai pas vraiment d'ordre de grandeur. J'ai l'impression, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont en retard. La preuve, c'est Ok, que la réunion qu'on organise aujourd'hui a été tout à fait, organisée à l'initiative de MEDEF, qui avait des demandes exactement. clients, enfin partenaires, clients, entreprises. Donc, je pense que le gouvernement n'en a pas assez parlé. Il y avait une campagne de pub qui était prévue fin 2025 qui a été annulée pour des raisons Ok, purement ouais, sympa. budgétaires. Ouais. Donc, en Ok, gros, on n'en a pas parlé. Et ouais. puis, pire, quand je vais dans les entreprises, des fois, il y en a qui me disent, ah oui, oui, on est prêt pour la facturation électronique. Et le dirigeant, on sent qu'il me dit, il y a quelqu'un chez moi qui s'occupe de la facturation électronique. Et en fait, quand je lui demande le nom de la personne, ben, cette personne n'existe pas. Ou si elle existe, quand on va voir la personne, elle dit, ah bon, c'est moi? Elle n'a rien fait. Voilà. Donc là, vous voyez, le à vous de jouer qu'on vous a préparé sur la facturation électronique. Réservez votre PA. Alors, je ne veux pas faire la pub d'Hendrix, mais je vais quand même la faire. On a une PA chez Hendrix qui n'est pas la PA d'Hendrix, mais qui est une PA qui fonctionne déjà. Assurez-vous que vos outils de gestion sont compatibles avec la réforme. C'est ce que je vous ai dit avant. Formez vos équipes. Hein. Il va falloir avoir un process de validation de vos factures. Les factures que vous receviez en PDF ou en papier aujourd'hui, vous aviez un process de validation de dire est-ce que j'accepte cette facture, est-ce qu'elle est conforme à la commande, quand est-ce que je la paye, quand est-ce que je l'enregistre. Ça, c'est la facturation électronique, ne va rien changer à ça. Il faudra le faire aussi, sauf que tout Ouais. sera en électronique. C'est une vraie nouveauté organisationnelle quand même, parce que là, on se doit de Oui, gérer
cycle de vie complet, émission, rejet, paiement, archivage, c'est quand même un gros changement au sein des entreprises. Oui, et puis c'est aussi un changement de timing, parce qu'on ne va pas vous permettre de faire vos factures, admettons qu'on soit en septembre 27, vous ne ferez pas vos factures de septembre 27 le 20 octobre 27. Hein. À un moment, la session sera fermée. Sinon, tout le monde fait n'importe quoi. Donc, on pense qu'il y aura 2-3 jours. Donc, si vous avez l'habitude aujourd'hui de finir vos facturations du mois, le 15 du mois d'après, ça ne marche déjà plus. Il ne faut pas le faire. Il faut finir vos factures le 3 qui suit la fin du mois. Donc, ça, c'est un changement aussi d'organisation interne. Oui, complètement. Complètement. Je voulais revenir sur le format Facture X dont tu me parlais. C'est a priori une garantie sur une réelle interopérabilité pour les entreprises, surtout celles qui travaillent à l'international. C'est ça que j'ai compris quand on a préparé le webinaire. Bah, c'est un format européen, donc sur le coup, ça va quand même ouvrir beaucoup de choses. Alors après, pour autant, quand vous recevrez une facture des États-Unis, elle ne sera pas soumise à la facture électronique. Donc si vous allez chez Uber, bah, ce n'est pas une boîte française, ce n'est pas une boîte européenne. Ça, ce sera une facture qui sera… On va avoir une période où il y aura du mixte quand même. Voilà, si vous recevez une facture du gouvernement, bah, voilà, ce ne sera pas forcément une facture électronique. Il y aura quelques petites exceptions. J'ai François qui nous pose cette question. Bonjour, vous avez mentionné la facturation en anglais et en dollars. Les flux export sont-ils aussi soumis à la réforme et comment le client hors Europe, du coup, reçoivent leurs factures? Alors, en fait, les flux en tant que tels vont être soumis et pas soumis. Ce qu'il faut comprendre pour se rappeler quand est-ce qu'une facturation électronique est obligatoire, c'est à partir du moment où vous trimballez de la TVA dans votre facture. Quand vous faites un export en tant que Français, export hors UE, c'est normalement soumis à un taux de TVA de 0. C'est pas qu'il n'y en a pas, à 0. Donc la logique, c'est que ça passe par les fourches codines de la facturation électronique pour que l'État, je vous rappelle le principe de la TVA électronique, la facturation électronique, c'est que l'État doit pouvoir, en temps réel, veiller sur sa TVA pour savoir si vous êtes en train de l'escroquer ou pas. Or, j'ai déjà eu des contrôles fiscaux où l'État remet en cause un export en disant vous n'avez pas la preuve que le produit est sorti, donc ce n'est pas de l'export, donc c'est resoumis à TVA. Donc c'est facile la règle. Chaque fois que l'État peut avoir son mot à dire, il doit le voir en temps réel. Et à terme, d'ici 3-4 ans, l'État vous proposera votre TVA à payer tout seul. Il vous dira j'ai calculé votre TVA. Elle est à payer pour tant. Donc, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Justement, en parlant d'erreur de compréhension, invoicing, e-reporting, c'est quoi l'erreur Oui, très important. Alors, en fait, ça dépend qui vous facturez. En gros, on peut être, je vais parler encore un peu en anglais, mais je vais traduire, B2C, B2B ou B2G. Alors, B2C, c'est business to customer. Quand vous facturez des particuliers, donc imaginons un plombier. Je vais prendre exprès. On peut être B2B, bah, on facture un autre businessman, et B2G, on facture le gouvernement. Bon. Le plombier, c'est un bon exemple parce que lui, il va se retrouver à facturer souvent des particuliers, puis aussi des entreprises. Il ne va pas s'interdire. Vous avez la même chose avec les garagistes, vous avez la même chose avec les restaurateurs. Alors, quand vous êtes en B2B, vous devez faire un e-invoicing. Invoice en anglais, c'est facture. Et donc, vous devez faire une facture électronique qui va passer par la PA et c'est super. Et puis, quand vous êtes facturé un C, un customer, vous devez faire un e-reporting. C'est-à-dire que là, vous devez dire au gouvernement, j'ai facturé des particuliers. Donc, ça, ce ne sera pas une facture électronique en tant que telle, vous pourrez la faire si vous voulez, ce sera un reporting. Donc, toutes les décades, tous les 10 jours, vous devrez dire, voilà le montant de ce que j'ai facturé à des particuliers qui ne seront pas identifiés en tant que tels. Le gouvernement ne dira pas qui vous avez facturé. Donc, ça suppose que vous ayez un système de facturation électronique qui fasse ça tous les 10 jours, ou un système de caisse. C'est-à-dire que quand vous êtes restaurateur, par exemple, ce sera votre caisse qui devra dire j'ai facturé pour tant. Donc, c'est ça les deux grands systèmes de facturation. Est-ce que c'est clair? Écoute, je n'ai pas de questions. N'hésitez pas à poser Donc les là, on questions. vous a remis le invoicing et le e-reporting en détail. Ok, je te laisse présenter. Bon, bah, on ne va pas forcément redétailler. Il y a un système de format X.
faut pas vous exciter sur le format X. Tous les logiciels qui feront de la facturation électronique, ils vont marcher en format X. Ce qu'il faut comprendre après, c'est quand vous allez vouloir faire la facturation électronique, il faut que votre facture soit conforme. Ça veut dire quoi, conforme? Ça veut dire qu'il y a des champs à remplir obligatoires. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce que ceux qui n'auraient pas un vrai logiciel de facturation aujourd'hui, et donc qui n'auraient pas une base client qui serait dite propre, ben vous allez vous retrouver à avoir le travail de la mettre propre et de l'incorporer dans un logiciel qui fasse de la facturation électronique. Je m'explique sur ce que j'appelle mettre au propre. Pour qu'une facturation électronique parte de chez vous et qu'elle arrive chez votre client, il faut que dans le corps de la facturation électronique, il y ait au moins 2 informations. La première sera le SIRET, parce que c'est une information qui dit qui est client, et la deuxième sera le numéro de TVA. Donc, si dans votre base client aujourd'hui, vous n'avez pas ces 2 points-là, vous serez capable éventuellement d'émettre des factures électroniques, mais la PA, plateforme agréée, va vous les refuser. Elle va vous dire, facture non conforme, je ne la passe pas. Ce sera la même chose que quand vous écrivez un mail et vous vous trompez sur l'adresse. Au lieu de mettre .com, vous mettez .fr, bah, vous envoyez, et puis ça repart, on vous dit, ah ben non, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment important, et ça peut prendre énormément de temps, que vous ayez une base client à jour. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et après, c'est vraiment important, quand vous choisissez votre logiciel de facturation électronique, de valider qu'il va absorber de l'Excel, puisque ça va être un peu le truc qui va permettre de transférer les bases, et que votre actuel logiciel, si ce n'est pas un logiciel qui va à la facturation électronique, peut exporter de l'Excel pour que le transfert de la base client soit le plus simple possible. Merci Sébastien. Alors moi, je voudrais juste revenir sur la partie restaurant, parce qu'effectivement, on en a pas mal au sein du MEDEF de l'Est parisien. Je suis une entreprise, donc restaurant avec des flux à la fois B2B et B2C. Comment je gère cette double obligation sans tout complexifier? Pas évident, forcément, là. Alors d'abord, les restaurateurs, ils ont été soumis à une obligation d'avoir une caisse réglementaire vis-à-vis du fisc il y a déjà plusieurs années. Donc ceux qui ont passé ce cap-là, normalement, ils ont un système de caisse qui est capable de faire une facturation en e-invoicing et une facturation en e-reporting. Donc admettons que j'arrive à Noël, je veux inviter mes collabs à Noël au nom de la boîte, je réserve le restaurant et je dis, moi, je voudrais une facture à la fin en nom d'Hendrix. Bon, ben, je me suis déclaré comme étant Hendrix, je lui donne mon numéro de SIRET, mon numéro de TVA intra, et puis quand je repars, ben, je paye et il m'a fait une facture. Donc là, il est en B2B, le gars. Donc il faut que son système de caisse fasse ça. Et puis si je suis passé la veille, en tant que Sébastien Trey, parce que je n'ai pas dit que c'était Hendrix, ben, à la fin, il m'a enregistré dans sa caisse et ça devra sortir à la décade suivante en e-reporting. Donc, tous ceux qui travaillent en B2C et en B2B, ils ont vraiment cette double obligation. Donc, votre logiciel de caisse, il doit être nickel pour les restaurateurs. Hein. Surtout que ce n'est pas un sujet nouveau. Oui, exactement. Et puis, il y a eu des contrôles assez violents. Est-ce que, donc, il y a François qui pose une question. Pouvez-vous préciser le point sur le compte à facturer Sirène ou ID TVA? En fait, on pourra identifier votre client que par son numéro de SIRET et son numéro de TVA, un Tracom. Vous les avez sur Papers, donc qui ne sont pas compliqués à trouver. Par contre, évidemment, si vous avez 5000 clients et votre base n'est pas à jour, il va y avoir un petit peu de travail. J'ai une question. Alors, on va revenir un petit peu au début, mais c'est pas grave. Marie, merci de nous avoir rejoints en cours de route. Notre établissement, donc l'établissement, c'est un lycée, n'est pas assujetti à la TVA. Donc, est-ce que la facturation électronique nous concerne? Alors, vous n'allez pas être soumis à émettre des facturations électroniques, ce qui va être un problème en fait, parce que une fois que tout le monde sera en électronique, ceux qui seront exclus du système, ils auront du mal à faire des tas de choses. Donc, il y a une réflexion en cours, entre autres pour les associations qui ne seraient pas soumises à TVA, mais ce n'est pas parce qu'on est une association qu'on est d'office pas soumis à la TVA. Pour des ensembles type gouvernementaux, un lycée, c'est pas une société. Et donc, pour le moment, à partir du moment où vous n'émettez pas de la TVA que vous allez encaisser pour le compte du gouvernement, vous n'êtes pas soumis à cette réforme. Ça, on va en parler un petit peu après sur les termes juridiques exclus de la réforme. Je voulais quand même avant revenir sur la partie sanctions. Ces sanctions, elles ont été fortement relevées, je l'ai noté dans notre échange. Est-ce que ce n'est pas un peu disproportionné pour une petite structure qui pourrait peut-être découvrir tardivement ses obligations là-dessus? Alors, bon, les sanctions, ça fait toujours chier, on ne va pas dire le contraire. En fait, il faut comprendre le message subliminal.
le relèvement des sanctions, il date de la loi de finances, la dernière, de 2026. Hum, L'État nous passe un message subliminal. Il nous dit, hum, la facturation électronique va avoir lieu. C'est hum, ça qu'il nous dit. Et il hum, nous dit, hum, si vous commencez à dire, est-ce qu'on va la reporter, puisque c'est une question que j'entends souvent, ben, il vous dit non. Et pourquoi il hum. vous dit non? Parce que ça lui rapporte, dans le plus mauvais des cas, 20 milliards d'euros. L'impôt sur le revenu, c'est 45 milliards d'euros par an. Ça fait la moitié de l'impôt sur le revenu. Et il faut comprendre que la TVA, c'est plus de 100 milliards par an pour l'État. Donc le fait qu'il y ait 20 ou 40 milliards qui échappent, c'est énorme. On est dans une période de tension budgétaire que vous avez tous remarqué. On a d'un seul coup besoin de s'acheter des armes. Je sais plus, je crois qu'il y a un mec à l'est de Strasbourg qui nous ennuie un petit peu. Hum, Donc hum. tout Beau ça fait que budget. ça va avoir lieu. Donc c'est Hum, disproportionné, oui, hum. c'est un peu fort, mais il ne tient qu'à vous de n'en payer aucune. Moi, je n'ai pas l'intention de payer des amendes de facturation électronique, hein. Donc, euh, prenez cette obligation comme une chance et faites-en un outil de gestion. Pas simple, hein, quand on a aussi des dégages de trésorerie. Est-ce que tu peux nous présenter justement ces sanctions? Je crois que tu avais fait un tableau là-dessus avec les montants. Ouais, ouais. Alors, je crois que il est un petit peu après. Ah, Ouais, voilà, sanction. juste avant. Ouais, Voilà, ouais. exactement. Merci, Voilà, merci. donc en cas de non-conformité, donc 50 euros au lieu de 15, donc là, ça a plus que triplé. Par facture pour l'assujetti pour non-transmission d'une facturation électronique. Donc ça veut dire que à partir du 1er septembre 2027, pour l'ensemble d'entre nous, il est hors de question d'émettre une facture autrement qu'en facturation électronique, hein. Pas de PDF, c'est fini. 500 euros au lieu de 250, donc ça a doublé pour absence de transmission de données, de transactions et de paiement pour l'assujetti. Je vous ai dit tout à l'heure que la plupart d'entre nous, on est soumis à une TVA sur les encaissements. Donc si on ne dit pas qu'on a payé et donc que l'autre a encaissé, bah, le fait générateur de la TVA n'arrive pas. Or, Mm, l'État veut pouvoir calculer la TVA en automatique. mm. Ensuite, le plafond, il y avait un plafond maximum de l'ensemble des amendes qu'on pouvait avoir. Il passe de 45K, donc 45 000, à 100 000 euros pour défaut de transmission des données, de transactions et de paiement pour les plateformes. Alors, ça, c'est presque un peu logique. Dans la part de la TVA qui échappait à l'État, il y avait une part qui était toujours la même, qui était quand une société va mal, elle commence par dire j'ai moins de trésorerie, j'ai encaissé de la TVA sur mes créances clients, donc normalement je devrais la rendre, parce que la TVA n'est pas à moi, et je vais me servir de cette TVA Eh oui, pour eh oui. payer mes pertes, payer mon Mm, augmentation de BFR, payer les fournisseurs. Et là, quand la boîte finit malheureusement par déposer, souvent elle a une grosse dette TVA. Donc là, mm, l'État met des grosses amendes pour vous inciter à ne plus faire ça. Voilà, parce que c'était aussi une part de la TVA. Il y a la TVA qui mm. n'est pas déclarée, il y a les Ouais, mecs qui faisaient du black, et puis il y mm. a les boîtes qui tombent en déconfiture et qui, juste avant, vont faire un gros caca de TVA. Voilà. Donc, vous avez vu les amendes, et en plus, ils ont doublé le nombre de cas de figure, hein. Donc voilà. Moi, je propose même que quand vous aurez fait votre logiciel, quand il sera à jour, quand vous penserez être à jour, bien avant le 1er septembre 2027, vous constituiez des groupes de travail avec des fournisseurs, avec des clients, avec des partenaires, et que vous vous amusiez à vous facturer chacun 1 euro, entre guillemets, une fausse facture de 1 euro, pour voir si elle marche. Comme ça, quand ça ne marchera pas, vous verrez où. Et vous aurez testé, entre guillemets, en réel. Moi, j'avais fait ça avec un logiciel de Mm, notes de frais. J'avais payé des notes de frais à mes collabs de 1 euro. C'était juste pour voir si ça marchait. Je m'en foutais de mm, la somme. Voilà. Donc, testez le truc. N'hésitez mm. pas. Ouais, merci pour ce tips. Alors justement, sur les profils types d'entreprises qui se croient hors du champ de la réforme alors qu'elle est bien, bel et bien soumise, ça c'est aussi important qu'on en parle. Bah, il n'y a aucune entreprise qui est hors du champ. D'abord parce que je rappelle que tout le monde doit recevoir, puisqu'il y en a qui doivent obligatoirement émettre. Et il n'y a pas beaucoup de cas d'entreprises, au sens premier du terme, qui n'ont pas de TVA. Voilà. Puis je ne suis pas persuadé que, vu les amendes dont on vient de parler, vu la proximité des délais, il fallait Mm, commencer à s'orienter en mm, disant, moi, je ne suis peut-être pas soumis. Voilà. mm. Bon. Faut pas On jouer pense avec. même que les associations qui ne sont pas soumises euh, à impôts et donc à TVA Mm, pourraient avoir intérêt à rentrer dans le business global
parce que tout le monde sera en électronique à un moment, donc ne pas y être, ce sera un frein à beaucoup de choses. Alors Ben, justement, il y a... La SCI Ouais, familiale, si c'est une SCI qui n'est pas soumise à TVA, c'est possible. Si vous êtes en train de louer des logements d'habitation, vous n'avez pas le droit de soumettre ce business à la TVA. C'est interdit. Bon. Donc à ce moment-là, ben, vous n'émettez pas de facture avec TVA, vous êtes hors du champ de la TVA, donc vous n'y êtes pas. Mais il y a des SCI familiales qui gèrent des immeubles qui sont loués à des entreprises. Donc voilà. mm. Est-ce que vous émettez de la TVA? Vous émettez de la TVA, il y a une facturation électronique obligatoire. Alors moi, je suis une asso, je ne suis pas présente dans l'annuaire, donc je suis pas raccordée à un PA. Est-ce que je peux récupérer les factures électroniques si j'ai envie? Alors, la logique voudrait que vous puissiez vous inscrire quand même à une PA pour recevoir, mais je ne suis pas sûr que ce soit un cas qui soit véritablement traité déjà. Je sais que plusieurs D'accord. Ouais. associations ont dit j'aimerais, parce que c'est pas un avantage de ne pas pouvoir s'inscrire à une PA. Et le cas particulier des LMNP, du coup? Alors, les LMNP, normalement, ils sont hors du champ de la TVA parce que c'est du logement d'habitation Ouais, et c'est exclu du champ de la ok, TVA, donc les LMNP, ils seront en dehors. Sachant ok. qu'en plus, les LMNP, c'est tout, Ouais. tout petit business, en général, pas de moyens. Je voulais revenir aussi sur un sujet quand même, parce que nous, ça nous remonte assez régulièrement. On a des grands comptes qui font déjà pression pour imposer la facturation électronique, donc avant l'obligation légale de septembre. Comment, moi je suis PME, comment je fais pour répondre à ça? C'est quoi tes conseils là-dessus pour essayer de me protéger un petit peu? Alors moi, je prendrais le système à l'envers. Je me dirais, qui sont les grands comptes qui, dans mon métier, obligent à la facturation électronique? Je me mettrai un jour et j'irai voir les mecs en disant, moi, je suis déjà prêt, donc si vous voulez, je suis votre nouveau partenaire. Voilà. C'est de la Voilà, stratégie. j'en ferai une arme Sûr. de séduction et de Ouais, drague. pourquoi pas? Ouais, ouais. Merci pour ta réponse. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Euh, Mais oui, tout à fait, très stratégique. Du coup, la cohabitation entre l'ancien et le nouveau système, est-ce que c'est pas justement la période la plus risquée en termes d'erreur? On est légitimement en droit de se poser cette question aussi. Oui, alors, bon, ça veut dire qu'il va rester un petit process papier, il va rester des notes de frais, il va rester des choses comme ça. Ouais, ouais, Bon, je pense qu'on s'habituera. Puis la partie qui sera encore papier, souvent, ce sera plutôt une portion en montant assez faible, assez négligeable. Bon, ouais. une fois que vous aurez un bon process électronique, de toute façon, après les papiers, il se passera quoi? On va les scanner et on va les rentrer comme on fait déjà dans la compta aujourd'hui. Donc, même les Ouais. papiers vont finir par devenir un peu électroniques. Donc voilà, tout changement ennuie l'humain qui fait tout pour essayer de l'éviter. Bon, celui-là, il ne faut pas Je, l'éviter, il faut l'anticiper. hmm. Je vois le temps qui passe. J'ai encore deux questions importantes à te poser. Question bête, on fait comment pour s'inscrire dans l'annuaire de la facturation électronique? Alors, chez Hendrix, on a un site, donc vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre PA. Beaucoup d'entre vous ont été inscrits malgré eux par les banques, on fait, tiens, tu cliques là, hop, ils se sont retrouvés inscrits. Ah, ouais. Comprenez que vous Hmm. inscrire à une PA ne vous engage à rien, puisque la réglementation dit que vous êtes inscrit à la dernière PA où vous êtes inscrite. Vous vous inscrivez lundi à la PA Luna, hop, vous êtes dedans. Mardi, vous vous inscrivez à la PA Martha, hop, vous n'êtes plus dans Mhm. Luna, vous êtes dans Martha. Donc voilà, et Bon. j'ai dit tout à l'heure qu'on peut avoir deux PA. On peut avoir une PA pour le logiciel de facturation et une PA pour le logiciel compta. Parce que techniquement, tous les logiciels ne vont pas se raccorder forcément. Nous, chez Hendrix, on a notre PH Hendrix qui est déjà raccordé aux principaux logiciels compta existants. Voilà. Pas les trucs hétéroclites parce que ça coûte de l'argent pour très peu d'usage, très peu de cas d'usage. Et voilà. La logique, c'est que la plupart des PA professionnelles, c'est-à-dire celles qui Hmm. sont liées à des experts comptables, elles vont toutes faire ça. Les PA des banques, j'en sais rien. J'ai donc du coup ce sujet qui revient. Julien, merci pour votre question. Donc cela a été évoqué par Sébastien, mais pas écrit. Est-ce qu'il y a des amendes automatiques, on y revient, du type DGCCRF pour retard de paiement? Est-ce qu'on est mis à l'amende si on n'applique pas à nos clients Alors, les pénalités de retard de paiement? les lois sur les retards de paiement, la dernière dont je me souviens, j'étais jeune homme, elle était émise à l'époque où Édith Cresson était Premier ministre.
Depuis, il y a eu d'autres textes qui sont aujourd'hui toujours pas appliqués. Dans le BTP, moi j'ai pas mal de clientèle BTP, des paiements à plus de 90 jours, à 120 jours, on envoie. L'État lui-même en fait. Donc je ne crois pas du tout. Aujourd'hui, l'histoire des paiements retardés, ça permet aux très grosses sociétés de vivre au crochet de la trésor des très petites. C'est ça que ça permet. C'est Bien profondément sûr, injuste. bien sûr. Donc comme les Mhm. gros, ils ont accès au cabinet du ministre et les petits pas, je ne pense pas que ça change grand-chose. Ça va vous obliger à accepter plus rapidement, à pas être complètement déconnant, parce que sinon il y aura des amendes. Mais je ne pense pas du tout que ça va changer les délais de paiement et que Carrefour, qui encaisse tous ses produits cash, et qui, enfin je dis Carrefour, mais on peut dire la grande distribution d'un point de vue général, elle encaisse tout cash et elle paye ses fournisseurs à 60 jours. Ben, ça lui fait une ressource de 60 jours de trésorerie en permanent. C'est pas très logique, a priori, une fois qu'on a encaissé. Elle vous vend un produit qu'elle n'a pas payé, la grande Ouais. distribution. Bon, je ne pense pas que ça changera. J'ai Julien qui précise la loi LME date de Nicolas Sarkozy. Elle est appliquée dans l'alimentaire, produits frais surgelés. Oui, mais en fait, il y a des tas de cas de dérogation qui existent. Donc Ouais. voilà, bon, je ne crois pas que Question, ça changera. question pratico-pratique. Mon collaborateur doit récupérer une facture d'une chaîne d'hôtel, donc il doit récupérer une facture électronique. Il donne quoi? Le SIRET et le numéro de TVA de l'entreprise? Oui, J'ai c'est ce compris que que je c'était disais soit le tout à SIRET, l'heure dans mon soit la exemple TVA. où Ouais, c'est j'allais ça. au restaurant pour Ouais. inviter mes collabs à Noël. Bah, juste avant, je dis au restaurateur, tiens, voilà mon SIRET, voilà mon numéro de TVA, tu me fais la facture à ce nom-là. Comme j'aurais dit, fais-moi la facture au nom d'Hendrix. Sauf que là, je lui Mm. donne le SIRET d'Hendrix, parce qu'il y en a plusieurs des SIRET, vous savez, les deux derniers chiffres donnent la localisation, et le numéro de TVA intra, et avec ça, ça marche. J'ai une dernière question qui m'intéresse moi particulièrement donc, pour le MEDEF. Sébastien, un quart des destructions d'entreprises sont liées au retard de paiement. Est-ce que du coup, cette réforme est intéressante sur ce point-là en particulier ou pas du tout? Bah, alors, le premier cas de destruction d'entreprise, il est lié à la confusion entre le long terme et le court terme. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont essayer de financer un investissement qui est un besoin à long terme avec de Mm, la trésorerie à court terme comme du déficit. mm, Ça, ce cas-là, je ne pense pas qu'il va beaucoup changer. Ce qui pêche en France, c'est la culture financière. Vous complètement apprenez d'accord. quand vous êtes en cinquième, enfin j'ai appris quand j'étais en cinquième, le nombre de députés en France et le nombre de sénateurs, le fait qu'il y avait une chambre haute et une chambre basse. Et j'ai dû apprendre, bien après le bac, qu'il y Ouais. avait trois formes de sociétés commerciales. Je pense qu'en cinquième, j'ai été capable d'apprendre les sociétés commerciales. Donc on a un problème de culture en France. On n'a pas aux Mm, États-Unis. Aux États-Unis, on apprend aux jeunes comment ça marche une société. C'est pas compliqué, une société, à comprendre comment ça marche dans les grandes lignes. Donc mm, c'est très culturel, tout ça, très franco-français. En France, on est des catholiques, donc on a un problème avec le fric. Voilà, mm, les mm. principales banques, les banques historiques qui existent dans le monde, elles sont protestantes ou juives parce qu'elles ne dépendaient pas du pape et que le pape interdisait le prêt d'argent rémunéré. Donc il n'y a pas eu de banque catholique parce que ça ne pouvait pas vivre. Donc dans les pays catholiques, l'argent c'est mal, on n'en parle pas, on paye avec le délai le plus grand. Quand vous avez des clients américains, ils vous payent par retour de virement instantanément. Ce n'est pas un Ouais. problème pour eux. Euh, N'hésitez pas à vous poser toutes vos questions. Il nous reste 5 petites minutes d'échange. Moi, j'en ai des petites questions opérationnelles. Lors de la réception d'une facture électronique, est-ce que tout bonnement, j'ai la possibilité de la refuser? Ah bah, de refuser la réforme ou de refuser la facture? La réception de la facture. Ah oui, La une réforme, ouais, facture peut mais je être. pense qu'il n'y Alors, aura pas d'impact. c'est le petit schéma que je vous ai mis tout à l'heure, c'est que quand une facture arrive, vous avez la possibilité de la refuser ou de l'accepter. Voilà, c'est ici. Donc, c'est tous les cas d'usage possibles. Donc, vous acceptez la facture ou vous la refusez. Vous devrez motiver votre refus. Voilà, En faut fait, la c'est motiver, exact. ouais, d'accord. Faut justifier le refus, Voilà, bien sûr. c'est exactement Ouais, ce qui se passe aujourd'hui quand vous recevez une facture ouais, papier qu'elle n'est pas conforme. Vous appelez le gars, vous lui envoyez un mail, puis vous lui dites, écoute, tu t'es trompé, c'est pas ça que j'ai commandé, c'est pas conforme, ou ça n'a pas été livré, ou que c'est. ouais, Ça, ouais, la partie électronique ne va jamais que reprendre la réalité d'aujourd'hui, hein. ouais.
Je te remercie pour ces précisions. Il y a une très bonne question de Sylvie. En tant que client, a-t-on un risque à continuer à accepter une facture PDF transmise par email alors que le fournisseur aurait dû émettre une facture électronique et notamment précisément pendant la phase transitoire, donc entre le 1er septembre 2026 et le 1er septembre 2027? Alors, si vous êtes en phase transitoire et que votre fournisseur vous envoie une facture papier alors qu'il devrait l'envoyer électronique, je serais vous, je la refuserais, hein, en papier. Et puis dans la phase d'après, ce sera plus possible. Vous ne pourrez pas, enfin, vous pourrez toujours prendre un papier que vous appelez facture, le scanner et l'envoyer par mail en PDF à quelqu'un, mais c'est pas conforme. Donc, ce ne sera pas accepté. Enfin, oui, il y aura un risque, hein. Vous n'aurez pas le droit de récupérer la TVA, par exemple. Si vous recevez une facture une fois qu'on est 1er septembre 2027, avec de la TVA déductible dessus, elle est en PDF, la TVA n'est plus déductible. Donc, vous n'allez pas la prendre, hein. Ouais, je te remercie pour ces précisions. On arrive à la fin de ce webinaire. Du coup, s'il me reste une question, je l'adresse à qui après la fin de ce webinaire? Ah ben, alors, tu t'as redonné mon mail tout à l'heure, donc tu peux le redonner à nouveau. S comme Sébastien, .treps, T-R-E-P-S, arrobase, hendrix, E-N-D-R-I-X.com. Et je vous répondrai. De même, il y a un site Hendrix, puisqu'on est un cabinet de 1000 collaborateurs, donc on n'est pas un tout petit cabinet. Oui, on en parlait tout à l'heure. Toi, tu es basé partout en France, si je ne dis pas de bêtises, le cabinet Hendrix. Partout, on est à Paris, au sens large, on monte jusqu'à Amiens, on est à Mâcon, on est à Lyon, on est à Avignon, on est à Marseille. Pardon, j'oublie forcément quelques bureaux en allant si vite. Et voilà, mais on est des bureaux à taille humaine. La preuve, c'est que tu m'as en ligne assez facilement, Sophie. Alors que je suis un des 100 associés d'Hendrix. Et on a la caractéristique d'avoir un cabinet d'avocats interne. On peut plus facilement défendre nos clients puisque notre cabinet d'avocats est interne à Hendrix. C'est autorisé par la loi depuis peu. Et on a aussi une banque interne. On finance nos clients à partir de 300 000 euros. Sur des projets business. Voilà, donc on a quelques petites originalités. Ok, mais je te rappellerai après, tu me donnes des idées avec ta banque interne. J'ai une dernière question. 30 secondes. Hormis les logiciels, merci Christophe de poser cette question, hormis les logiciels de comptabilité qui sont faits pour les comptables, existe-t-il des logiciels simples pour gérer la réception des factures électroniques? Alors, nous, chez Hendrix, on a lancé cette semaine un truc qui s'appelle My Hendrix. Vous pouvez tous aller sur Internet et taper My, mon en anglais, Hendrix, plus loin. Et donc, que ce soit sur iPhone ou sur... et vous avez accès à notre outil qu'on vient de lancer pour pouvoir recevoir ces factures, avoir tous ces logiciels au même endroit. Et donc, ça va être un truc assez simple, justement. C'est clairement, puisque c'est une application téléphone ou une application que vous pouvez joindre par ordinateur simple. Mais on a fait ça. Voilà. Après, des logiciels de compta vraiment simples, je ne peux pas tellement répondre parce que nous, on essaie d'utiliser des trucs pro qui puissent être multimonnaie et multilangue et multi-clients. Nous, on a des enjeux particuliers. En tout cas, si vous avez des questions, des sujets, n'hésitez pas à nous les poser, bien évidemment, sur vos outils, sur les logiciels. On saura aussi vous répondre et vous éclairer. Merci à tous. Un grand merci, Sébastien, pour m'avoir aidé sur la préparation de ce webinaire que je t'ai proposé. On avait beaucoup de questions. On ne se dispense pas de refaire ce type de webinaire dès la rentrée, si tu en es d'accord, Sébastien. Toujours très intéressant. Et Sébastien est aussi à votre disposition, ainsi que tous les membres et l'équipe permanente du MEDEF de l'Est parisien. Merci à tous. Très bonne journée. Merci encore, Sébastien. Très bonne journée à tous. Merci à tous. Belle journée. Merci, Sophie. Merci. Au revoir.